Ma sœur a séduit mon mari et ma mère et mon fils l'ont défendu. Je suis partie. Le lendemain, tout a changé. Je m'appelle Élise Beaumont et j'ai 42 ans. J'habite à Lyon, dans le quartier de la Croix-Rousse, dans un appartement que mon mari Thomas et moi avons acheté il y a 15 ans. C'est un bel appartement de 120 mètres carrés, au 4e étage d'un immeuble haussmannien, avec de hauts plafonds, des moulures d'origine et une vue magnifique sur les toits de Lyon. Ou plutôt, j'habitais. Parce qu'après ce qui s'est passé ce samedi soir de mars, plus rien n'est pareil. Ma vie, mon mariage de 20 ans, ma famille, tout s'est effondré en quelques heures. Et ce qui m'a le plus détruite, ce n'est pas la trahison elle-même, c'est la réaction de ceux qui étaient censés me protéger. Mon histoire commence vraiment un samedi soir, lors d'un dîner en famille qui devait être une célébration joyeuse, mais qui s'est transformé en le pire cauchemar de ma vie. C'était le 20e anniversaire de mariage de mes parents. 40 ans qu'ils étaient ensemble et ma mère Françoise avait insisté pour organiser une grande fête familiale. Rien d'extravagant, juste la famille proche, dans leur grande maison à Caluire-et-Cuire, une banlieue bourgeoise de Lyon où ils vivaient depuis 30 ans. Cette maison où j'avais grandi, où j'avais mes meilleurs souvenirs d'enfance, allait devenir le théâtre de ma destruction. Ma mère avait passé toute la semaine à préparer ce dîner. Elle avait toujours été comme ça, perfectionniste, voulant que tout soit impeccable. La nappe était repassée, la vaisselle en porcelaine de Limoges, héritée de sa grand-mère, était sortie du buffet. Les couverts en argent brillaient sous les lustres du salon. Mon père, Michel, l'avait aidé à préparer le repas. Il était médecin à la retraite maintenant, et la cuisine était devenue sa nouvelle passion. Ensemble, ils avaient concocté un menu gastronomique. Des toasts au foie gras en entrée, un filet de bœuf Wellington avec son jus au Porto, un gratin dauphinois, des légumes de saison et, pour finir, le gâteau préféré de mon père, une forêt noire maison. J'étais arrivée tôt pour les aider, vers 16 heures. Thomas et moi avions apporté le vin, 6 bonnes bouteilles de Côte-du-Rhône que nous avions choisies avec soin chez notre caviste habituel. Notre fils Lucas, qui a 18 ans et est en terminale, était avec nous. Il était de bonne humeur ce jour-là, ce qui était rare ces derniers temps. L'adolescence avait été difficile avec lui. Il était devenu distant, renfermé, passant des heures dans sa chambre sur son ordinateur ou son téléphone. Mais ce soir-là, il souriait, il parlait, il semblait heureux d'être là. J'étais contente de le voir ainsi. J'avais aidé ma mère à dresser la table, à disposer les fleurs, un magnifique bouquet de pivoines roses et blanches que j'avais acheté chez le fleuriste de la Croix-Rousse le matin même. Ma sœur cadette, Chloé, devait arriver plus tard. Elle avait prévenu qu'elle serait en retard, comme toujours. Chloé a toujours eu ce privilège d'arriver en retard sans que personne ne lui en fasse la reproche. Ma mère l'excusait systématiquement. « Elle a beaucoup de choses à gérer », disait-elle. « Laissez-la tranquille. » Chloé avait 36 ans, 6 ans de moins que moi. Elle venait de divorcer pour la 3e fois. 3 mariages, 3 divorces. Et à chaque fois, ma mère trouvait des excuses. Le premier mari était trop jaloux. Le deuxième était trop absent. Le troisième était trop contrôlant. Jamais Chloé n'était responsable de quoi que ce soit. C'était toujours la faute des hommes. Toujours les victimes qui l'abandonnaient, la trahissaient, ne la comprenaient pas. Moi, j'avais toujours été différente. La fille aînée, la sérieuse, celle qui travaillait bien à l'école, qui ne causait jamais de problème, qui réussissait sa vie. J'avais fait des études de droit, j'étais devenue avocate spécialisée en droit commercial, j'avais un bon poste dans un cabinet réputé de Lyon. J'avais épousé Thomas à 22 ans, juste après mes études. Nous nous étions rencontrés à la faculté. Lui étudiait l'informatique, moi, le droit. Nous nous étions mariés jeunes, peut-être trop jeunes, mais nous étions amoureux. Ou du moins, je le croyais. Lucas était né 2 ans plus tard. Nous avions acheté notre appartement dans la Croix-Rousse quand il avait 3 ans. J'avais travaillé dur pour payer les mensualités du crédit. Thomas aussi. Il était ingénieur informatique dans une grande entreprise lyonnaise. Notre vie n'était pas extraordinaire, mais elle était stable, confortable. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Chloé, elle, n'avait jamais trouvé cette stabilité. Elle avait fait des études d'art dramatique à Paris, rêvant de devenir actrice. Ça n'avait jamais marché. Elle avait enchaîné les petits rôles, les auditions ratées, les déceptions. Elle s'était mariée la première fois à 23 ans avec un metteur en scène de 30 ans de son aîné. Ça avait duré 2 ans. Le deuxième mariage à 28 ans avec un producteur de cinéma. 3 ans celui-là. Le troisième, à 33 ans, avec un chef d'entreprise prospère. 4 ans. À chaque divorce, elle revenait vivre chez mes parents pendant quelques mois. À chaque divorce, ma mère la consolait, la dorlotait, lui disait qu'elle méritait mieux. Et moi, pendant ce temps,
Je continuais ma vie. Je travaillais, j'élevais mon fils, je m'occupais de ma maison, je payais mes factures. Personne ne me félicitait. C'était normal. Élise, elle s'en sort toujours. Elle est forte, elle n'a pas besoin de rien. Combien de fois avais-je entendu cette phrase ? Combien de fois j'avais été la fille solide sur qui on ne s'inquiétait pas, pendant que toute l'attention allait à Chloé, la fille fragile, la fille qui avait besoin qu'on s'occupe d'elle. Chloé est arrivée vers 19h, avec presque 1 heure de retard. Tout le monde l'attendait pour commencer l'apéritif. Quand elle a franchi la porte, j'ai été frappée par sa tenue. Elle était habillée comme si elle allait en boîte de nuit, pas un dîner de famille. Une robe rouge moulante qui laissait peu de place à l'imagination, un décolleté plongeant, des talons vertigineux d'-12 cm, un maquillage très appuyé avec des yeux charbonneux et des lèvres rouges vifs. Ma mère s'est extasiée, immédiatement. « Oh Chloé, tu es magnifique, cette robe te va ravir !» Mon père a souri poliment, un peu gêné par la tenue provocante de sa sœur cadette. Thomas lui est resté bouche bée quelques secondes. J'ai remarqué son regard. Trop long, trop insistant. Moi, j'étais en jean et chemise blanche. Simple. Classique. Fatiguée après une semaine de travail intense avec un gros dossier à boucler avant les vacances de printemps. Personne n'a commenté ma tenue. Personne ne m'a dit que j'étais belle. Mais Chloé, elle, recevait tous les compliments. Comme toujours. Chloé est venue m'embrasser, laissant une trace de rouge à lèvres sur ma joue. « Élise, ça fait longtemps. Comment vas-tu ? Tu as l'air fatiguée. Tu travailles trop comme d'habitude. Tu devrais prendre soin de toi. »« Merci Chloé. » ai-je répondu sèchement. « Je vais très bien. » Elle s'est tournée vers Thomas, lui tendant sa joue pour qu'il l'embrasse. « Thomas, toujours aussi beau. Tu prends soin de toi au moins, même si ma sœur ne le fait pas. » Thomas a ri nerveusement. « Je fais ce que je peux. Élise travaille beaucoup, c'est vrai, mais on s'en sort bien. » Chloé a souri, de ce sourire que je connaissais bien. Un sourire de chat qui vient de voir une souris. Mais sur le moment, je n'ai pas fait le lien, je n'ai pas vu les signaux d'alarme. J'étais trop occupée à aider ma mère à servir l'apéritif, à m'assurer que tout le monde avait un verre, que Lucas ne buvait pas trop de champagne, qu'il était encore mineur après tout. Nous nous sommes installés dans le salon pour l'apéritif. Mon père a porté un toast. À 40 ans de mariage, à l'amour qui dure, à la famille. Nous avons tous trinqué. Chloé s'est assise sur le canapé, croisant ses jambes de manière théâtrale. Sa robe remontait encore un peu plus haut sur ses cuisses. Thomas s'est assis dans le fauteuil en face d'elle. J'étais debout, aidant ma mère à passer les toasts au foie gras, et c'est là que j'ai commencé à remarquer. Les regards. Chloé ne cessait de regarder Thomas. Pas des regards innocents de belle-sœur, non, des regards insistants, appuyés, qui duraient trop longtemps. Elle le fixait avec intensité, puis souriait quand il croisait son regard. Et Thomas, mon mari de 20 ans, l'homme que je pensais connaître par cœur, lui répondait. Des sourires complices, des petits rires quand elle faisait une blague, une attention qu'il ne me donnait plus depuis longtemps. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine, une inquiétude sourde. Mais je me suis dit que j'imaginais des choses, que j'étais fatiguée, stressée par le travail, que ma sœur était naturellement chaleureuse et tactile et que Thomas était simplement poli. Nous sommes passés à table vers 20h. Ma mère avait fait un plan de table, plaçant Chloé à côté de Thomas. Moi, j'étais à l'autre bout de la table, entre mon père et Lucas. Je me suis dit que c'était un hasard, que ma mère n'avait pas fait exprès. Mais maintenant, avec le recul, je me demande si elle savait, si elle avait déjà compris ce qui se passait et si elle le facilitait délibérément. Le dîner a commencé. Le filet de bœuf Wellington était parfait, fondant, avec une croûte feuilletée dorée à souhait. Le gratin dauphinois crémeux comme il le fallait, les légumes croquants et savoureux. Mon père avait vraiment un talent pour la cuisine. Mais je ne profitais pas vraiment du repas. J'observais. Chloé parlait beaucoup, racontant des anecdotes de sa vie à Paris, où elle vivait maintenant, dans le Marais, dans un petit appartement qu'elle rentait. Elle parlait de ses projets, de ce nouveau rôle qu'elle avait peut-être décroché dans une série web, de ses sorties, de sa vie sociale trépidante. Et Thomas l'écoutait fasciné, il posait des questions, il riait à ses blagues, il la regardait avec cette lumière dans les yeux que je ne voyais plus quand il me regardait moi. À un moment, Chloé a fait mine de vouloir se resservir du vin et a tendu son bras devant Thomas, frôlant sa poitrine contre son épaule. « Oh pardon Thomas, je suis maladroite. » Thomas a souri. « Ce n'est rien. » Aucune gêne, aucune distance. J'ai senti mon estomac se nouer. Puis est venu le moment du dessert. Ma mère a apporté la forêt noire, majestueuse avec ses étages de génoise au chocolat, sa crème chantilly et ses cerises amarena. Nous avons chanté joyeux anniversaire à mes parents. Mon père a soufflé les bougies, ému. Ma mère avait les larmes aux yeux. « 40 ans, Michel,
Tu te rends compte? 40 ans ensemble. C'est une vie, c'est toute une vie. Mon père l'a embrassé tendrement. Et je ferai 40 années de plus si je peux. Moi, j'ai regardé Thomas. Il ne me regardait pas. Il regardait Chloé. Et elle le regardait avec ce sourire que je commençais à détester. Après le dessert, Chloé a allumé une cigarette. Ma mère déteste la cigarette dans la maison, alors Chloé a dit qu'elle allait fumer dans le jardin. « Je vais prendre l'air aussi », a dit Thomas, en se levant. Mon cœur a bondi. Thomas ne fume pas, il n'a jamais fumé de sa vie, il déteste même l'odeur de la cigarette. Pourquoi voulait-il aller dans le jardin avec Chloé? Je les ai vus sortir ensemble par la porte-fenêtre qui donne sur le grand jardin de mes parents. J'ai voulu les suivre, mais ma mère m'a demandé de m'aider à débarrasser. « Élise, tu viens m'aider avec la vaisselle ?» Lucas, lui, est remonté dans l'ancienne chambre de son père pour jouer à ses jeux vidéo. C'était injuste, je le savais. Nous étions tous les deux responsables de l'état de notre mariage. Mais lui, il était responsable de l'infidélité. Ça, c'était son choix. Son choix, seul. Qu'est-ce que tu veux, Élise? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux que tu partes. Ce soir, maintenant. Prends un sac et sors de cette maison. Élise, on peut arranger ça. On peut aller voir un conseiller conjugal, on peut... Il n'y a rien à arranger, Thomas. Tu as détruit notre mariage. Tu as couché avec ma sœur. Dans notre lit. Comment veux-tu qu'on arrange ça? Il a essayé encore de discuter, de négocier, de me convaincre de lui donner une autre chance, mais j'étais inflexible. Je lui ai dit qu'il avait 1 heure pour faire ses valises et partir. Qu'il pouvait aller chez Chloé, puisqu'il l'aimait tant. Qu'il pouvait aller chez un ami, qu'il pouvait aller à l'hôtel. Je m'en fichais. Mais il devait partir. Il est monté faire ses bagages. J'ai entendu Lucas sortir de sa chambre. « Papa, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous criez ?»« Retourne dans ta chambre, Lucas. C'est entre ton père et moi. »« Mais maman ?»« Lucas, retourne dans ta chambre. » Il est reparti, claquant sa porte. 1 heure plus tard, Thomas est descendu avec 2 grosses valises. Il les a posées dans l'entrée. « Élise, je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas te faire de mal. Mais tu m'as fait mal. Tu m'as détruite. Maintenant, pars. » Il est parti. J'ai entendu la porte se fermer, puis le silence. Un silence assourdissant. Je me suis effondrée sur le canapé, ce même canapé où mon mari avait couché avec ma sœur. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré comme je n'avais jamais pleuré de ma vie. Des sanglots profonds, viscéraux, qui me déchiraient la poitrine. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là. 1 heure? 2? Plus? Les larmes coulaient sans s'arrêter. Ma vie venait de voler en éclats. 20 ans de mariage, 20 ans de sacrifices, de compromis, d'efforts pour construire quelque chose de solide. Tout ça détruit en une soirée. Et par qui? Par l'homme que j'aimais et par ma propre sœur. Le lendemain matin, dimanche, je me suis réveillée sur le canapé, recroquevillée, le corps endolori. J'ai regardé l'heure, 9 heures. J'entendais Lucas dans la cuisine. J'ai essayé de me lever, mais mes jambes tremblaient encore. J'avais l'impression d'avoir été renversée par un camion. Je suis allée dans la salle de bain. Mon reflet dans le miroir m'a fait peur. Les yeux gonflés, rouges, cernés, le visage bouffi d'avoir tant pleuré. Les cheveux en bataille, j'avais dormi tout habillée. Je ressemblais à une morte vivante. J'ai pris une douche, essayant de laver la douleur avec l'eau chaude, mais ça ne marchait pas. La douleur était à l'intérieur. Aucune douche ne pouvait la laver. Je me suis habillée avec des vêtements propres. J'ai essayé de me recoiffer, de cacher les dégâts du mieux que je pouvais. Puis je suis descendue. Lucas était dans la cuisine, mangeant des céréales devant son téléphone. Il a levé les yeux vers moi quand je suis entrée. « Où est papa ?» Il est parti. « Parti où ?» Il va dormir ailleurs pendant quelque temps. « Pourquoi ?» Lucas, ton père et moi avons des problèmes. On va probablement divorcer. « Quoi ? Mais pourquoi ? Vous alliez bien ?» Non, Lucas, nous n'allions pas bien. Ton père m'a trompée. Avec quelqu'un que je connais. Et je ne peux pas lui pardonner ça. Qui ? Qui est-ce ? J'ai hésité. Devais-je lui dire ? Il avait 18 ans. Il était assez grand pour connaître la vérité. Ta tante Chloé. Lucas m'a regardé incrédule. Papa a couché avec tante Chloé ? Oui. Et ça dure depuis plusieurs mois. Waouh !
Je ne sais pas quoi dire. C'est... Waouh. Ce n'est pas tout. Il faut que j'en parle à mamie. J'ai besoin du soutien de ma mère. J'ai pris mon téléphone et je suis montée dans ma chambre pour appeler ma mère. Elle a décroché à la 3e sonnerie. « Élise, il est tôt. Tout va bien ?»« Non, maman. Tout ne va pas bien. J'ai quelque chose à te dire. »« De quoi s'agit-il ? » ?»« Hier soir, j'ai vu Thomas et Chloé s'embrasser dans votre jardin. » Il y a eu un silence. Puis ma mère a parlé, d'une voix prudente. « Tu es sûre de ce que tu as vu ? » ?»« Oui, maman, je suis sûre. Je les ai vus de la fenêtre de ta chambre. Et quand j'ai confronté Thomas hier soir, il a tout avoué. Il la trompe depuis plusieurs mois. Dans notre maison. Dans notre lit. J'ai besoin de toi, maman. J'ai besoin que tu me dises que tout ira bien. » Un autre silence. Plus long. Trop long. « Élise, écoute, je comprends que tu sois bouleversée, mais tu es sûre que tu n'as pas mal interprété ? Peut-être qu'ils étaient juste en train de se dire quelque chose et que ça avait l'air d'un baiser. » »« Maman, je sais reconnaître un baiser quand tu vois un baiser. Ce n'était pas ambigu. Ils s'embrassaient passionnément. »« D'accord, mais écoute, Chloé traverse une période très difficile. Son divorce l'a vraiment affectée. Elle est fragile, elle a besoin de réconfort. Et Thomas, eh bien, c'est un homme. Les hommes ont des besoins. Si toi, tu ne les combles pas... » J'ai senti mon sang glacer. « Tu es en train de me dire que c'est ma faute ? » ?»« Non, je dis juste que tu devrais comprendre la situation dans son contexte. Tu travailles énormément, Élise. Tu n'es jamais à la maison. Thomas se sent lol. Chloé se sent lol. C'est naturel qu'il se soit rapproché. »« Maman, il m'a trompée. Avec ta sœur. Avec ma sœur. Et tu es en train de justifier ça ? » ?»« Je ne justifie rien. J'essaie juste de te faire voir les choses autrement. Chloé ne voulait pas te faire de mal. Elle était vulnérable et les choses se sont passées. Ça arrive. Ça arrive ? Ça arrive ? Maman, il ne s'agit pas d'un accident. Ils ont eu une liaison pendant plusieurs mois. C'est de la trahison. De la part de mon mari et de ma sœur. Pourquoi tu le vois pas ? Pourquoi tu ne prends pas mon parti ? Parce que je vois la situation dans son ensemble. Tu es forte, Élise. Tu t'en remettras. Mais Chloé, elle a besoin de moi. Elle a toujours eu besoin de plus d'attention, plus de soutien. Toi, tu as toujours été indépendante. » J'ai raccroché. Je ne pouvais pas en entendre davantage. Ma propre mère, la femme qui m'avait mise au monde, qui était censée me protéger, me soutenir, être de mon côté quoi qu'il arrive. Elle venait de prendre le parti de ma sœur. Elle venait de me dire que c'était ma faute, parce que je travaillais trop, parce que j'étais pas assez présente, parce que j'étais pas assez fragile, pas assez nécessiteuse, pas assez pathétique pour mériter son soutien. J'étais forte, donc je n'avais pas besoin de personne, donc je devais juste encaisser et passer à autre chose. Je me suis assise sur mon lit pendant longtemps, le téléphone dans les mains, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Comment ma mère pouvait-elle réagir ainsi ? Comment pouvait-elle défendre Chloé ? J'ai entendu Lucas monter les escaliers. Il a frappé à ma porte. « Maman, je peux entrer ? » ?»« Entre. » Il s'est assis sur le lit à côté de moi. Son visage était sérieux, plus mature que ses 18 ans. « Maman, j'ai réfléchi. À propos de Thomas et tante Chloé. » Je l'ai regardé, espérant qu'il allait me dire qu'il était de mon côté, qu'il comprenait à quel point c'était horrible, qu'il soutenait sa mère. Mais ce qu'il a dit m'a brisé le cœur. « Maman, je comprends papa. J'étais surpris au début, mais en y réfléchissant, je comprends. Tu comprends. Tu comprends qu'il m'a trompée avec ta tante ? Oui, parce que maman, soyons honnêtes, tu es toujours stressée, toujours en train de travailler, toujours fatiguée. Papa t'a demandé plein de fois de passer plus de temps avec lui, de prendre des vacances, de faire des choses ensemble. Et toi, tu disais toujours que t'avais trop de travail, que tes dossiers étaient importants, que vous feriez ça plus tard. Lucas, j'ai travaillé dur pour comprendre. J'ai passé la journée à marcher. J'ai exploré la vieille ville d'Annecy avec ses canaux, ses ponts fleuris, ses rues pavées. J'ai visité le palais de Lille. J'ai acheté un sandwich que je n'ai pas mangé. Je suis entrée dans l'église Saint-Maurice et je me suis assise dans le silence. Je ne suis pas particulièrement religieuse, mais il y avait quelque chose de réconfortant dans cette église vide, dans la lumière filtrée par les vitraux, dans le silence rompu seulement par mes propres pensées. Vers 16 heures, je suis entrée dans un café, le Café des Arts,
un petit établissement confortable avec des murs couverts de tableaux d'artistes locaux. J'ai commandé un thé et je me suis assise près de la fenêtre. À la table d'à côté, il y avait cette femme que j'avais vue le matin à l'hôtel. Elle lisait toujours son livre. Elle a levé les yeux et m'a souri à nouveau. « Bonjour, nous nous sommes croisés ce matin à l'hôtel, n'est-ce pas ?»« Oui, ai-je répondu. L'hôtel du lac. C'est un endroit charmant. Annecy est une belle ville. Vous êtes en vacances ? On peut dire ça. Pause forcée plutôt. » Elle a hoché la tête, comme si elle comprenait plus que ce que je disais. « Je m'appelle Marie. Élise. Enchantée, Élise. » Nous avons échangé quelques banalités, puis il a dit quelque chose qui m'a surprise. « Vous avez l'air d'avoir besoin de parler. » Je ne suis pas très bavarde d'habitude, mais ma journée peut se permettre une conversation. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'elle était une étrangère, peut-être parce que j'avais trop gardé en moi, mais j'ai commencé à parler. Tout est sorti. Thomas, Chloé, ma mère, Lucas, la trahison, l'abandon, la douleur, les reproches, la fuite, tout. Marie m'a écoutée sans m'interrompre. Ses yeux étaient compatissants, compréhensifs. Quand j'ai eu fini, vidé, elle a posé sa main sur la mienne. « Ma chérie, ce que vous vivez est terrible. C'est une des pires trahisons qu'une femme puisse vivre. Trahie par son mari, par sa sœur, abandonnée par sa mère, blâmée par son fils. C'est beaucoup, c'est trop même. Mais je veux que vous compreniez quelque chose d'important. Rien de tout cela n'est votre faute. Vous n'êtes pas responsable des choix des autres. Votre mari a choisi de vous tromper. C'est son choix. Votre sœur a choisi de trahir votre confiance. C'est son choix. Votre mère a choisi de la défendre plutôt que de vous soutenir. C'est son choix. Et votre fils a choisi de blâmer la victime plutôt que les coupables. C'est son choix. Mais moi, ai-je dit, la voix tremblante, si j'avais été une meilleure épouse, une meilleure sœur, une meilleure fille, peut-être que rien de tout ça ne serait arrivé. Arrêtez. Vous avez travaillé dur. Vous avez construit une carrière. Vous avez élevé un enfant. Vous avez payé les factures. Vous avez fait votre part. Le fait que les autres n'aient pas su apprécier cela, ce n'est pas votre faute. Une bonne épouse ne justifie pas l'infidélité. Un travail prenant ne donne pas le droit à un homme de tromper sa femme. Mais tout le monde me dit que j'aurais dû être plus présente, plus fun, plus comme ma sœur. Votre sœur qui en est à son 3e divorce ? Votre sœur qui couche avec des hommes mariés ? C'est ça le modèle qu'on vous propose ? Non, ma chérie, le problème n'est pas vous. Le problème, ce sont eux, leur faiblesse, leur égoïsme, leur incapacité à assumer leurs propres responsabilités. Alors, ils vous blâment, parce que c'est plus facile que de se regarder dans le miroir et d'admettre qu'ils ont tort. J'ai senti des larmes couler sur mes joues. Pour la première fois depuis samedi, ce n'étaient pas des larmes de douleur, c'était des larmes de soulagement. Quelqu'un comprenait, quelqu'un ne me blâmait pas, quelqu'un voyait les choses clairement. Marie m'a tendu un mouchoir en papier. Séchez vos larmes. Et maintenant, écoutez-moi bien. Vous avez le droit d'être en colère. Vous avez le droit d'être blessé. Vous avez le droit de ne pas pardonner. Ne laissez personne vous dire que vous devez pardonner, ou oublier, ou passer à autre chose. Vous prenez tout le temps dont vous avez besoin pour guérir, et vous ne devez rien à personne. Nous avons parlé pendant plus de 2 heures. Marie m'a raconté son propre histoire. Un mari qui l'avait quittée après 30 ans de mariage, pour une femme de 20 ans son cadette. Des enfants qui avaient pris le parti du père parce qu'il avait plus d'argent. Une famille qui l'avait jugée. Comment elle avait dû tout reconstruire seule. Ça a pris du temps, beaucoup de temps, des années même. Mais j'ai appris quelque chose d'essentiel. J'ai appris à m'aimer moi-même, à ne plus avoir besoin de la validation des autres, à ne plus accepter qu'on me traite moins bien que ce que je mérite. Et aujourd'hui, 10 ans après, je suis plus heureuse que je ne l'ai jamais été pendant mon mariage. Vous croyez que je peux y arriver aussi ? Ai-je demandé, ma voix pleine d'espoir fragile. J'en suis certaine, parce que vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Vous avez déjà fait le premier pas, vous êtes partie. Vous avez refusé d'accepter l'acceptable. C'est le plus difficile. Maintenant, vous continuez, un pas après l'autre. Avant de partir, Marie m'a donné sa carte.
Si vous avez besoin de parler, appelez-moi, je vis à Annecy. On peut prendre un café ou juste marcher ensemble. Vous n'êtes pas seule, Élise, même si vous avez l'impression de l'être. Je l'ai remercié, les larmes aux yeux. Cet inconnu m'avait offert plus de gentillesse et de compréhension en quelques heures que ma propre famille en 20 ans. Ce soir-là, de retour à l'hôtel, j'ai rallumé mon téléphone. 42 nouveaux messages. Je les ai parcourus rapidement. Thomas, ma mère, Lucas, Chloé, tous voulaient que je revienne. Tous voulaient qu'on parle. Tous voulaient que je comprenne, que je pardonne, que je tourne la page. Puis j'ai vu un message de Chloé qui m'a fait basculer. Le message disait « Élise, je sais que tu es en colère avec moi, et je peux le comprendre, mais il faut que tu saches quelque chose. Thomas et moi, ce n'est pas juste du sexe, on s'aime vraiment. » Je n'avais jamais ressenti ça avant, et lui non plus. Il m'a dit qu'il n'a jamais aimé quelqu'un comme il m'aime, que son mariage avec toi était une erreur, qu'il était resté par habitude pour Lucas, mais qu'il n'était plus heureux depuis longtemps. Le message continuait. On ne voulait pas te faire de mal, vraiment. On a essayé de résister, mais l'amour est plus fort que tout. Thomas va demander le divorce. Il veut être avec moi maintenant, officiellement. Maman pense qu'on devrait tous s'asseoir ensemble et discuter de comment on va gérer ça, comment on peut rester une famille malgré tout. Parce qu'on est quand même une famille, non ? J'espère qu'un jour tu pourras nous pardonner, qu'on pourra être amis à nouveau, sœurs à nouveau. Bisous. J'ai relu le message 3 fois. Incrédule. Ma sœur ne présentait aucune excuse réelle. Elle justifiait son comportement, elle romantisait sa trahison. L'amour est plus fort que tout. Comme si cela justifiait de détruire un mariage, de trahir sa propre sœur. Et elle voulait qu'on reste une famille, qu'on soit amis, comme si rien ne s'était passé. J'ai tapé une réponse, courte, définitive. Chloé, tu n'es plus ma sœur. Ce que tu as fait est impardonnable. Ne me contacte plus jamais. Puis j'ai bloqué son numéro. J'ai aussi bloqué celui de ma mère. Thomas, je l'ai laissé. Je voulais voir jusqu'où il allait. Et effectivement, le lendemain matin, mardi, j'ai reçu un email. Pas de Thomas, de son avocat. Maître Laurent Mercier. L'email était froid, professionnel, juridique. Il m'informait que M. Thomas Bémont souhaitait entamer une procédure de divorce, qu'il proposait en partage équitable des biens, qu'il demandait la garde partagée de Lucas, bien que Lucas soit majeur et puisse choisir, qu'il proposait une pension alimentaire de 1 000 € par mois, 1 000 €. Après 20 ans de mariage, après avoir payé la plupart de nos dépenses, 1 000 €. C'était insultant. J'ai appelé immédiatement mon avocat, ou plutôt un collègue que je connaissais bien, maître Jean Dubois, spécialisé en droit de la famille. Je lui ai expliqué toute la situation. « Élise, tu sais aussi bien que moi que l'adultère n'a plus beaucoup d'impact dans les divorces en France depuis la réforme de 2004. Le juge ne va pas punir Thomas financièrement pour avoir eu une liaison. Mais le fait que ce soit avec ta sœur, ça peut jouer. Ça montre un manque de respect profond, ça peut influencer le juge sur d'autres aspects. Et pour Lucas, il a 18 ans. Légalement, il choisit avec qui il vit. Mais financièrement, tu as des droits. Tu as contribué significativement à l'achat de l'appartement. Tu as des relevés bancaires qui le prouvent. On peut se battre pour que tu obtiennes plus que Thomas propose. Je veux me battre, Jean. Je veux qu'il comprenne qu'on ne peut pas me traiter comme ça. Alors on va se battre. Prépare tous tes documents. Relevés bancaires, preuve de tes contributions financières, tout. On va lui montrer qu'il a choisi le mauvais adversaire. J'ai passé le reste de la semaine à Annecy. J'ai marché, j'ai réfléchi, j'ai pleuré encore, mais moins. J'ai commencé à ressentir autre chose que de la douleur, de la colère. Une colère saine, productive. Je n'allais pas me laisser détruire. Je n'allais pas accepter d'être la victime qu'on blâme pour sa propre faiblesse. J'allais me battre, pour mes droits, pour ma dignité, pour moi-même. Le vendredi, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai hésité, puis répondu. « Madame Bémont ? » ?»« Oui, qui est-ce ? » ?»« Je m'appelle Isabelle Martin. Je suis l'ex-femme du 2e mari de votre sœur. J'ai entendu parler de votre situation par des connaissances communes, et je pense que vous devez savoir quelque chose d'important sur Chloé. » »« Je vous écoute. » »« Votre sœur a un schéma, un pattern. Elle cible les hommes mariés, systématiquement.
Elle se rapproche d'eux quand ils sont vulnérables, elle joue la victime, la femme fragile qui a besoin de protection, elle les séduit. Elle les convainc que leur mari ne les comprend pas, que elle est différente. Et une fois une fois qu'elle a détruit leur mariage, elle perd l'intérêt, parce que le jeu est terminé. Mon ex-mari n'était pas son premier. Il y en a eu d'autres avant lui. En novembre, j'ai reçu un appel de ma mère. Elle avait trouvé un nouveau numéro. Sa voix était différente, moins assurée. « Élise, il faut qu'on parle. » « Nous n'avons rien à nous dire. S'il te plaît, c'est au sujet de ta sœur et Thomas. » J'ai hésité, puis accepté de la rencontrer dans un café neutre. Quand je suis arrivée, j'ai été choquée par son apparence. Elle avait vieilli de 10 ans en 6 mois. Des cernes sous les yeux, des cheveux gris qu'elle ne prenait plus la peine de teindre, un air fatigué et défait. « Qu'est-ce que tu veux, maman ? » J'avais tort. J'avais tellement tort. À propos de quoi ? De tout. De défendre Chloé. De te blâmer. De penser que tout se passerait bien. Thomas et Chloé sont déjà en train de se séparer. Ça n'a duré que quelques mois. Chloé a déjà rencontré quelqu'un d'autre. Un homme marié, évidemment. Elle a quitté Thomas. Et lui, il est détruit. Il a perdu son travail à cause du scandale. Lucas refuse de lui parler, furieux d'avoir été manipulé. Ta sœur a détruit tant de vies. Et moi, j'ai perdu ma fille aînée, mon mari m'a quittée, et je me retrouve seule avec une fille qui me ment et me manipule. Une partie de moi voulait lui dire qu'elle l'avait bien cherché, qu'elle avait choisi de défendre la mauvaise personne. Mais en la voyant si brisée, je n'ai ressenti que de la tristesse. Maman, je ne peux pas te pardonner. Pas maintenant. Peut-être jamais. Tu m'as abandonnée quand j'avais le plus besoin de toi. Tu as défendu celle qui m'a trahie. Je sais et je le regrette chaque jour. J'ai toujours protégé Chloé parce qu'elle était fragile. Mais je vois maintenant que ce n'était pas de la fragilité, c'était de la manipulation. Et toi, tu as toujours été forte. J'ai pensé que tu n'avais pas besoin de moi. Tout le monde a besoin de sa mère, maman. Même les filles fortes. Surtout les filles fortes. Elle a pleuré. Moi, je suis restée sèche. Je n'avais plus de larmes pour cette famille. Je lui ai dit que peut-être, avec du temps, nous pourrions reconstruire quelque chose, mais que ce ne serait jamais comme avant. Qu'elle avait cassé quelque chose d'irréparable. Elle a hoché la tête, acceptant ma décision. En décembre, j'ai reçu un message de Lucas. « Maman, je suis désolée, j'ai été stupide. Papa m'a menti. Tante Chloé m'a manipulée. Je viens de comprendre tout ça. Est-ce qu'on peut se voir ? Tu me manques. » J'ai pleuré en lisant ce message. Mon fils me revenait. Peut-être pas complètement, peut-être que notre relation serait différente, mais il me revenait. Nous nous sommes vus pendant les vacances de Noël. Il m'a raconté tout. Comment Chloé avait été si gentille au début. Comment elle lui avait dit que j'étais une mauvaise mère. Comment Thomas avait renchéri. Et comment il avait découvert la vérité. Une de ses amies avait vu Chloé avec un autre homme. Il l'avait confrontée. Elle avait ri, disant qu'elle n'était pas faite pour la vie de famille. Elle a quitté la maison du jour au lendemain, laissant Thomas seul et détruit. Lucas avait alors réalisé qu'il avait été manipulé. Mon fils s'est excusé pendant des heures. Je l'ai serré dans mes bras et lui ai dit que je comprenais, qu'il était jeune, qu'il avait été manipulé par des adultes en qui il avait confiance, que je l'aimais et que je lui pardonnerais toujours. Nous avons passé Noël ensemble, juste lui et moi, dans mon nouvel appartement. Mon père nous a rejoints pour le réveillon. C'était une famille différente, plus petite, mais plus vraie. Aujourd'hui, plus d'1 an après cette terrible découverte, ma vie a trouvé un nouvel équilibre. Je ne suis plus avec Antoine, nous avons décidé que nous étions mieux amis. Lucas et moi avons reconstruit notre relation. Il passe la moitié de ses vacances avec moi maintenant. Mon père et moi sommes très proches. Ma mère, je la vois occasionnellement. Nous parlons poliment, mais la chaleur d'avant n'est plus là. Peut-être qu'elle reviendra un jour, peut-être pas. Chloé, je ne l'ai pas revue. J'ai entendu dire qu'elle avait déménagé rive à Paris avec son nouveau compagnon, un homme marié avec 3 enfants. Elle continue son schéma destructeur. Thomas a tenté de me contacter plusieurs fois. Il voulait s'excuser, me demander pardon, me dire qu'il avait fait la plus grosse erreur de sa vie. Je ne lui ai jamais répondu. Il n'y avait plus rien à dire. Ce qu'il avait détruit ne pouvait pas être réparé. J'ai appris tellement de choses de cette épreuve. J'ai appris que la famille n'est pas toujours un refuge, que parfois ceux qui sont censés nous aimer le plus sont ceux qui nous blessent le plus profondément.
J'ai appris que la force n'est pas dans le fait de tenir coûte que coûte, mais dans le fait de savoir partir quand il le faut. J'ai appris que je n'avais pas besoin de la validation de personne pour savoir ma propre valeur. Ma sœur a séduit mon mari, et ma mère et mon fils l'ont défendu. Je suis partie, et en partant j'ai retrouvé quelque chose que j'avais perdu en cours de route, moi-même. Je suis Élise Beaumont. J'ai 43 ans, je suis avocate, je suis divorcée, je suis une mère qui a failli perdre son fils mais qui l'a retrouvé. Je suis une fille qui a été trahie par sa famille mais qui a survécu. Et surtout, je suis une femme qui a appris que le bonheur ne vient pas de ceux qui nous entourent, mais de la paix que nous trouvons en nous-mêmes. Cette histoire n'a pas de fin heureuse traditionnelle. Pas de grande réconciliation, pas de pardon miraculeux. Juste une femme qui a reconstruit sa vie, morceau par morceau, jour après jour. Et peut-être que c'est ça la vraie fin heureuse. Non pas retrouver ce qui était perdu, mais créer quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux, quelque chose qui nous appartient vraiment.